bonjour et donc bienvenue à cet Art Café qui est organisé par Arca Sud, Art Café Arca Sud, voilà. Autour de enceinte, il n'y a pas de consommation sans risque, donc on est au moment du safton, pour ceux qui connaissent. Et donc, nous avons invité Karine Quintard, qui est une sage-femme émérite, qui travaille depuis longtemps avec Arca et qui est maintenant en plus avec des diplômes. Et du coup, elle va nous raconter plein de choses sur ce que ça veut dire que consommer pendant qu'on est enceinte. On va la laisser parler pendant une demi-heure environ. Et donc, notez bien vos questions. Éventuellement, vous pouvez les mettre sur le chat. Parce qu'on posera les questions après. Et voilà, donc Karine, bah, tu peux commencer et tu me dis quand il faut que je passe les diapositives. Eh beh, écoutez, en tous les cas, je voulais vous dire bonjour à tous et j'espère qu'en tous les cas, vous allez, en tous les cas, apprendre certaines choses et surtout après, j'espère qu'on aura un temps d'échange, après cette, présentation que j'espère, pas trop longue et pas trop ennuyeuse. Donc la thématique de ce matin, c'est enceinte, il n'y a pas de consommation sans risque. Donc c'est ce qu'on m'a demandé de traiter avec vous aujourd'hui. Donc tu peux passer la deuxième diapo, Michel. Tu as réussi à la passer? Michel? Tu arrives à pas ah c'est bon, super. Merci. Heu, Tout simplement, quand on parle d'une femme enceinte, dans l'inconscient collectif, une femme qui a la chance d'être enceinte est une femme qui est une mère, une future mère exemplaire, qui va complètement, investir sa grossesse et avoir en priorité, le bien-être de son enfant. On imagine du coup une femme avec une vie complètement saine, qui nage dans le bonheur de sa grossesse et bien sûr, dans l'idéal, en fait, on n'imagine pas du tout, consommer, de produits. La réalité, c'est que cette femme, elle peut aussi être Ève, une femme avec ses fragilités, ses difficultés, qui, quelquefois se retrouve confrontée à une grossesse qui n'était pas programmée, une grossesse inopinée et qui peut être dans une, consommation de substances psychoactives qui vont avoir bien sûr un retentissement, sur sa grossesse, enfin qui peut avoir des retentissements sur sa grossesse, son bébé et sur sa parentalité. Le problème pour elle, c'est qu'elle sait très bien qu'elle ne correspond pas à l'image qu'on attend d'une femme enceinte et sa honte, sa peur du jugement, sa crainte, sa culpabilité, ce sentiment vraiment d'être vraiment différente des autres ne va pas forcément lui permettre d'aborder, elle-même ses problématiques et la réalité, c'est que, on le sait, les professionnels de santé autour de la périnatalité sont, très à l'aise pour aborder la prévention de toxoplasmose, listeria, cytomégalovirus, parler d'éviter l'automédication enceinte ou parler aujourd'hui des perturbateurs endocriniens. Donc faire des mesures de prévention autour, de tout ce que je viens d'évoquer, on a l'habitude, mais on peut être en difficulté en tant que professionnel de santé malheureusement pour aborder, des problématiques, addictives. La réalité, c'est que l'enjeu est fondamental, pour le suivi de la grossesse, pour le bien-être de l'enfant et encore une fois sa parentalité. Et la grossesse, c'est une occasion idéale de prendre en charge une problématique, de dépendance, puisque c'est l'occasion pour elle d'être, amenée à faire de nombreuses consultations et donc de pouvoir avoir un suivi et la transparence psychique liée à la grossesse, fait qu'on a, une possibilité de travailler en profondeur. Voilà. Il est évident que quand on parle d'une femme enceinte, il faut toujours avoir à l'esprit que, derrière cet enfant, il y a un père et il faut toujours, si possible, le recevoir en consultation, pour pouvoir faire le point aussi, notamment sur ses consommations et faire en sorte qu'il soit toujours impliqué, dans la grossesse. Je vous remercie. On va passer à la troisième diapo. Alors, concernant l'alcool et la grossesse, donc on a une enquête périnatalité, de 2021, qui a été faite donc au pied du lit des patientes, qui démontre que, concernant, le questionnement, des femmes enceintes concernant leur, enfin leur consommation d'alcool, on a été meilleurs puisque, on a en 2021 73,9 % des patientes qui déclarent avoir été interrogées, sur leur consommation d'alcool au cours de la grossesse. Mais, alors qu'en 2016, il n'y avait que 67 %. Le problème, c'est qu'au niveau des recommandations, elles sont
21,9% ont déclaré avoir reçu comme recommandation de ne pas consommer du tout d'alcool en étant enceinte, alors qu'en 2016, on était un peu meilleur puisqu'on avait 29,3% des patientes qui déclaraient avoir eu cette information-là. La réalité, c'est qu'on a encore quand même 12,5% des patientes qui déclarent, encore une fois, enquête au pied du lit, avoir consommé au moins plus de 3 unités d'alcool à plusieurs occasions au cours de la grossesse. Alors, pourquoi informer en fait de la problématique alcool au cours de la grossesse? Parce qu'on le sait aujourd'hui, l'alcool, c'est le produit le plus dangereux au cours de la grossesse. Ce qui est intéressant, c'est quand on reçoit une femme en consultation gynéco, c'est d'anticiper justement sa consommation d'alcool et si elle a un désir de grossesse, d'évoquer le fait d'arrêter sa consommation au moins 3 mois avant un début de grossesse. Donc de la même manière qu'on prescrit de l'acide folique pour la prévention de la fermeture du tube neural, il peut être intéressant de préconiser un arrêt des consommations d'alcool avant la grossesse, puisqu'il y a une étude qui a été faite aux Pays-Bas avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, où on a réalisé qu'une consommation d'alcool, même faible, on avait envisagé qu'il y avait une incidence à partir de 12 grammes d'alcool par semaine dans les 3 mois qui précédaient le début de grossesse. Il y avait un retentissement sur le faciès des enfants qui était retrouvé, morphotype qu'on pouvait retrouver dans les SAF. Voilà. Donc, on sait aujourd'hui que, du coup, les consommations d'alcool, même antérieures à la grossesse, peuvent avoir une incidence. Donc, la recommandation, c'est en effet de ne pas consommer d'alcool et lorsqu'une femme a une problématique d'alcool, de la prendre en charge le plus rapidement possible. Interroger aussi sur la consommation d'alcool du père a une incidence, puisqu'en fait, on sait qu'il y a une incidence sur le devenir des enfants. Il y a une vieille étude qui a été retrouvée et qui était faite sur des hommes qui avaient des vrais problèmes d'alcoolisme. On s'était rendu compte qu'il y avait une incidence notamment sur les filles qui avaient un problème de développement neurodéveloppemental au niveau du trouble neurodéveloppemental par la suite. Et donc, du coup, interroger le père sur ses consommations semble important. Le moment de l'information, donc, c'est antéconceptionnel si possible, mais cette information, elle doit être donnée tout au long de la grossesse. Et ce qui va être important, c'est contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire, où on interroge la patiente juste souvent une fois en début de grossesse, il faut faire attention à tout ce qui pourrait être événement traumatique au cours de la grossesse, qui pourrait être une occasion pour elle de reprendre des consommations. Et donc, envisager un questionnement au niveau de ses consommations au cours de la grossesse semble importante. La période la plus à risque se situe entre 5 et 12 semaines. On peut élargir jusqu'à 18 semaines d'aménorrhée, puisque c'est la phase d'organogénèse. Donc, c'est là qu'on va retrouver les malformations fœtales majeures qui vont déterminer, bien sûr, le devenir de la grossesse. Mais on sait que l'alcool passe directement le placenta. Donc, le fœtus boit ce que la mère boit. Et le problème de cet enfant, c'est que son système hépatique est immature et il lui faut 3 fois plus de temps pour éliminer l'éthanol. Et la réalité, c'est que l'éthanol va avoir une incidence sur le développement cérébral de l'enfant, sur son système nerveux cérébral, et ça tout au long de la grossesse. Donc, toute consommation au cours de la grossesse peut avoir une incidence sur l'enfant. Donc, c'est intéressant de questionner et d'informer les patientes sur la nécessité de ne pas consommer d'alcool. Après, je pense qu'il faut quand même rassurer pour les patientes qui ont consommé sans se savoir enceintes, puisqu'on a dit que c'était vraiment problématique à partir de 5 semaines d'aménorrhée. Donc, l'intérêt d'un dépistage précoce, c'est surtout pour accompagner ces femmes. Donc, par exemple, une patiente qui aurait une consommation d'alcool qu'on jugerait sévère ou conséquente, non seulement on va lui demander d'arrêter sa consommation d'alcool avant d'être enceinte, mais aussi on peut avoir besoin de la supplémenter en acide folique à raison de 5 mg par jour. Si on arrive à dépister une consommation d'alcool au cours de la grossesse, dès qu'on a un usage, ce qu'on appelle sévère ou modéré, on doit mettre en place une prise en charge multidisciplinaire en faisant appel à une équipe d'addictologues, mais aussi à une équipe de périnate avec gynéco-obstétricien, avec la nécessité de faire une échographie, notamment avec un échographiste référent avec une morphologie précoce. Donc 18 semaines, c'est vraiment l'idéal.
On peut être amené à mettre en place un suivi sage-femme à domicile par la suite et bien sûr mettre en place un suivi avec les pédiatres, puisque cet enfant doit être suivi le plus tôt possible pour prévenir tous les troubles neurodéveloppementaux que peuvent occasionner une consommation d'alcool au cours de la grossesse. Donc, ce qui est préconisé, c'est une rencontre avec un pédiatre en anténatale à ce qu'on pourrait avoir dans le cadre de la prématurité, avec notamment une visite à la naissance d'une pédiatre, d'une neuropédiatre, avec la nécessité d'une IRM cérébrale, d'une écho transfontanellaire, avec des suivis à 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, 18 mois, 24 mois et un suivi qui peut être annuel jusqu'à ses 7 ans pour accompagner cet enfant et profiter de sa plastie cérébrale pour l'aider dans ce qu'il va devenir par la suite. Je vous remercie. Alors, concernant le tabac et la grossesse, donc comme l'alcool, la France est un pays européen où les femmes consomment le plus. Pourquoi informer? Tout simplement parce que il est nécessaire que les femmes connaissent l'incidence du tabac sur leur grossesse. Donc là, c'est pareil, si on peut anticiper un début de grossesse, c'est absolument fondamental. Et donc, si on peut accompagner cette femme dans cet arrêt au tabac, c'est important, mais ça va être intéressant aussi d'interroger la consommation du père de l'enfant et de l'entourage de cette femme, puisqu'on sait que le tabagisme passif a une incidence majeure. Donc l'idée, c'est encore une fois de recevoir le couple. Si l'arrêt peut se faire au moins 3 mois avant le début de la grossesse, c'est parfait, mais le plus tôt il se fera au cours de la grossesse et le mieux ce sera, puisqu'il y a un impact du tabac qui va se faire tout au long de la grossesse. Donc, en plus des problèmes de fertilité qui peuvent être occasionnés par une consommation de tabac, on sait que les femmes enceintes qui fument sont plus à risque de faire des fausses couches, des grossesses extra-utérines, des accouchements prématurés avec une rupture prématurée des membranes. On peut retrouver certaines malformations chez les enfants. Et donc, accompagner ces femmes semble juste fondamental. On sait aussi qu'il va y avoir une incidence sur l'enfant quand il sera né, parce qu'en plus d'avoir un petit poids d'âge gestationnel, ce sont des enfants qui ont plus de risques de faire de l'asthme, de faire de l'obésité, d'avoir des maladies respiratoires et qui, par la suite, sont aussi plus à risque de faire une mort subite du nourrisson. Donc, accompagner ces femmes, c'est vraiment important. On peut être amené à prescrire de la vitamine C. C'est une recommandation si elles continuent de fumer au cours de la grossesse pour limiter le risque de rupture prématurée des membranes. Les recommandations, c'est 500 mg par jour. Et surtout, si elle n'arrive pas à arrêter sa consommation de tabac au cours de la grossesse, il faut l'accompagner. On peut tout à fait faire une prescription de substituts nicotiniques. Et il ne faut pas hésiter à réaliser qu'enceinte, ses besoins en nicotine vont être plus conséquents qu'en dehors de la grossesse, puisque l'augmentation du volume sanguin et l'hémodilution que ça occasionne nécessitent un besoin en nicotine plus conséquent. Donc, il ne faut pas hésiter à les substituer, à utiliser des formes orales. Si le besoin en nicotine n'est pas trop important, s'il est plus important, ne pas hésiter à utiliser des patchs. Donc, très longtemps, on a préconisé des patchs sur 16 heures. Mais si la femme se réveille et la première option qu'elle a, c'est de vouloir allumer une cigarette le matin, opter pour des patchs de 24 heures semble intéressant. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser les patchs et faire confiance à la patiente qui va pouvoir gérer ses substituts nicotiniques. Elle connaît elle-même les signes de surdosage. Donc, c'est vraiment important d'accompagner cette femme, d'accompagner ce couple. Alors, en ce qui concerne la cigarette électronique, moi, je voudrais qu'on prenne un petit temps, puisqu'actuellement, la cigarette électronique est très controversée dans le cadre d'une utilisation au cours de la grossesse. Donc, c'est vrai que le Collège des gynécologues obstétriciens français a fait une recommandation en 2020 pour demander à ce qu'il n'y ait pas d'utilisation de la cigarette électronique au cours de la grossesse. La réalité, c'est qu'une femme qui a arrêté une consommation de tabac avec une cigarette électronique, si elle arrête la cigarette électronique, souvent elle reprend sa consommation de tabac, ce qui est très problématique puisque dans le tabac, une des molécules les plus contraignantes et dangereuses pour l'enfant, c'est le monoxyde de carbone. Or, on sait que le monoxyde de carbone a 2 fois plus d'affinité que l'oxygène sur l'hémoglobine fœtale, et c'est le monoxyde de carbone qui, dans la majorité des cas, est responsable de toutes les conséquences dont on a parlé. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'une cigarette électronique, à l'intérieur, il y a du propylène glycol, il y a, j'ai mangé, ça y est, j'ai un trou, du glycérol, il y a des arômes, il peut y avoir de l'éthanol, donc ça, bien sûr, on va
éviter d'utiliser de l'éthanol dans une cigarette électronique compte tenu de ce qu'on a évoqué plus haut. Mais une femme qui a réussi à arrêter de fumer grâce à la cigarette électronique, aujourd'hui, il n'est pas souhaitable de lui conseiller d'arrêter la cigarette électronique. Il faut continuer et la féliciter à utiliser sa vape, même si elle a besoin d'y mettre de la nicotine. Encore une fois, la nicotine, ce n'est pas ce qui est problématique. Il y a des récentes études qui ont été faites, notamment en Irlande, sur l'utilisation de la cigarette électronique au cours de la grossesse. On s'est rendu compte que les femmes qui utilisaient la vape, avec ou sans nicotine, avaient un poids de naissance des enfants qui était identique aux femmes non fumeuses. Donc, même si le poids de naissance n'est pas le seul critère de bien-être d'un enfant, c'est quand même important parce qu'on sait que ça peut avoir des incidences par la suite. Voilà, je pense que voilà, on pourra y revenir si vous voulez sur la cigarette électronique. Encourager l'allaitement maternel pour les femmes qui n'ont pas réussi à arrêter de fumer semble fondamental, puisqu'on sait que l'allaitement maternel, surtout sur une longue durée, va prévenir le risque de mort subite du nourrisson, qui est multiplié quand même par 4 quand le couple est fumeur. En parlant du couple, justement, si le père continue de fumer, que la mère continue de fumer, il est évident que dans les recommandations, on va aussi envisager le fait de ne pas garder l'enfant dans la chambre, puisqu'on sait que dans la nuit, en fait, l'air expiré est chargé de monoxyde de carbone et potentiellement dangereux, enfin pas potentiellement, il est dangereux pour l'enfant. Donc, ce sera l'occasion d'évoquer le fait que l'enfant doit dormir dans sa chambre. Un allaitement maternel de longue durée, c'est aussi une assurance que la femme fasse attention à sa consommation de tabac si elle continue à fumer et à allaiter, puisqu'elle aura toujours un scrupule à allumer sa cigarette avant de mettre son bébé au sein, alors que si elle arrête complètement de fumer, elle peut reprendre un tabagisme passif qui lui-même est dangereux pour l'enfant. Quand on parle tabac, il ne faut pas hésiter, c'est pas grave Michel, à aussi évoquer les autres modes de consommation, puisqu'en fait, souvent les femmes sont assez contentes de nous dire qu'elles ont freiné leur consommation de tabac. La réalité, c'est qu'elles utilisent souvent des cigarettes roulées. Il faut savoir qu'en termes de monoxyde de carbone, une cigarette roulée, c'est 2 fois plus qu'une cigarette industrielle. Et bien sûr, quand on a une femme, surtout quand elle continue de fumer alors qu'elle se sait enceinte, il ne faut pas hésiter à interroger sur une utilisation de cannabis associé. Pas hésiter aussi à interroger par rapport au père, à l'utilisation de chicha, hein, notamment dans notre région où ça se pratique assez couramment. Une chicha dans une maison, il faut imaginer que c'est l'équivalent de 30 à 40 cigarettes qui auraient été fumées dans le domicile. Donc, il est évident que quand le père fume la chicha, on lui conseillera d'aller fumer dehors. Et s'il peut arrêter, l'accompagner, puisque actuellement, on peut aussi, même en tant que sage-femme, prescrire des substituts nicotiniques pour l'entourage de la patiente. Substituts nicotiniques qui d'ailleurs sont pris en charge actuellement à 65% par la sécurité sociale. Concernant grossesse et cannabis, donc l'étude périnale de 2021, encore une fois faite au pied du lit, est assez rassurante, puisqu'en fait, on nous dit qu'entre 2016, il y avait 2,2% des patientes qui déclaraient consommer du cannabis enceinte. En 2021, on serait passé à 1,1%. La réalité, c'est que des centres d'addictovigilance et notamment une étude en Occitanie a été faite où, a priori, ce serait sous-estimé, hein, le cannabis étant en France encore illégal. La réalité, ce serait plutôt une consommation qui serait entre 4,7% et 13% en fonction des études. Donc, interroger une femme sur sa consommation de cannabis, c'est aussi important, même surtout quand elle est dans un projet de grossesse, et pas aussi hésiter à interroger sur la consommation du père, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, une consommation de tabac et de cannabis entraîne une incidence notamment sur des transformations génétiques au niveau du spermogramme, qui vont avoir des incidences par la suite sur le devenir de ces enfants. On a envisagé ces transformations génétiques et qui pourraient être du coup transgénérationnelles, assez proches de ce qu'on pouvait retrouver à l'époque avec le distilbène. Donc, c'est assez conséquent pour pouvoir interroger sur l'utilisation du cannabis pour le couple et donner des informations afin qu'ils puissent arrêter encore une fois leur consommation au moins 3 mois avant le début de grossesse. Voilà. Alors, je vous ai parlé du CBD aussi parce que le CBD aussi, en fait, a une toxicité sur les organes reproducteurs. Et donc, c'est vraiment important d'envisager cette utilisation, en sachant que d'après les dernières études, l'utilisation de CBD a été multipliée par 4 entre 2021 et 2020.
Il faut quand même savoir qu'actuellement, dans le CBD, on peut trouver aussi du THC, c'est-à-dire qu'on connaît les compositions lorsqu'on parle de CBD médical. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens achètent du CBD ailleurs, et notamment sur le web, avec des concentrations de THC qui peuvent être variables. D'ailleurs, à ce sujet-là, quand ils achètent du cannabis sur le web, on peut se retrouver avec des concentrations de THC qui sont multipliées par 30 par rapport à ce qu'on peut avoir habituellement, donc avec des conséquences sur, bien sûr, la grossesse et le développement de l'enfant qui vont être d'autant plus impactés. On sait que, d'après une étude qui a été faite au Canada sur 5000 enfants, notamment, il y a une incidence sur le trouble du spectre de l'autisme qui est multipliée par 2 lorsqu'une femme a consommé régulièrement du cannabis au cours de sa grossesse. Donc, les conséquences sur le développement cérébral de l'enfant existent, et on sait que les enfants, plus tard, peuvent avoir des problèmes de concentration au niveau scolaire, des problèmes de comportement et d'attitude, et notamment une forte proportion eux-mêmes à consommer, avec une fragilité psychologique plus conséquente, avec des tentatives de suicide et dépression plus importantes. Donc, encore une fois, envisager une prise en charge multidisciplinaire semble importante. Envisager aussi une prise en charge des troubles psy qui peuvent être liés à l'arrêt du cannabis semble important, puisque souvent les femmes prennent du cannabis parce qu'elles ont des problèmes d'anxiété, de dépression, d'insomnie. Donc, il est bien d'envisager un accompagnement psychologique lorsqu'on est dans un accompagnement d'arrêt du cannabis au cours de la grossesse. Bien sûr, il faut encore une fois envisager des traitements substitutifs aux nicotines, puisque la plupart du temps, le cannabis est associé à une problématique tabac. Voilà. Par rapport à l'allaitement maternel, il faut savoir que la concentration du THC dans le lait maternel a été multipliée par 8. Par conséquent, il faut envisager, s'il y a une poursuite de cannabis, de contre-indiquer l'allaitement maternel. Tu as encore un bon quart d'heure. Super, je te remercie. Cocaïne et grossesse. Donc là, c'est pareil, hein, la cocaïne et grossesse, par exemple, l'enquête périnatalité n'en parle pas. La réalité, c'est qu'on le sait, actuellement, il y a une consommation de cocaïne et notamment de crack qui est en train de flamber en France. Donc, envisager ces consommations lors de consultations gynéco ou lorsqu'il y a un projet de grossesse, ça semble fondamental, puisque la cocaïne a un effet vasoconstricteur qui est puissant, qui va entraîner une hypoxie fétale. Les risques sont majeurs avec des fausses couches, mais aussi des hématomes rétroplacentaires, des ruptures prématurées des membranes. On sait que pour l'enfant, ça peut entraîner du coup une mort fétale in utero, un retard de croissance intra-utérin, un petit poids d'âge gestationnel, un accident vasculaire cérébral, et il a été décrit aussi à la naissance, lorsqu'on a un usage régulier de cocaïne, un syndrome de sevrage du nourrisson. Donc, il est clair que l'impact de la cocaïne se fait tout au long de la grossesse. Il est très important de chercher, bien sûr, au niveau des sérologies, qu'il n'y ait pas d'infection de type hépatite A, B, C ou VIH, mais ça, on le fait classiquement au cours de la grossesse. Ce qui va être intéressant, c'est aussi d'interroger aussi sur le mode de consommation, puisque notamment, par exemple, quand il s'agit de crack, en fait, c'est de la cocaïne qui est basée et qui est souvent associée à de l'ammoniac. Le fait que ce soit fumé entraîne une problématique d'autant plus conséquente qu'une cocaïne qui serait sniffée par une patiente. Donc, l'interroger sur la manière qu'elle a de consommer, la quantité, le mode de consommation est important et nécessite, si c'est un usage régulier, une prise en charge aussi multidisciplinaire au cours de la grossesse, avec, encore une fois, une équipe avec un éco-référent, gynéco-obstétricien, sage-femme, médecin dictologue. Et elle peut aussi rencontrer le pédiatre, puisqu'il y aura aussi un accompagnement au niveau de cet enfant à faire après sa naissance. Donc là, c'est pareil, un arrêt des consommations de cocaïne peut entraîner l'apparition de troubles psy et notamment des problématiques de schizophrénie ou de bipolarité. Donc, ces femmes-là doivent être absolument accompagnées. Alors, s'il me reste peu de temps, je vais tout de suite continuer sur l'autre diapo, Michel. Je te remercie. Alors, sur les opiacés, ce qui est vraiment important, c'est il ne faut absolument pas qu'une patiente ait des arrêts brutaux de prise d'opiacés. Donc, quand il y a une consommation d'héroïne chez la femme
il est fondamental d'envisager un traitement substitutif aux opiacés qui est tout à fait compatible avec une grossesse et qui va entraîner un taux d'opiacés stable dans sa circulation sanguine et surtout une entrée dans le soin avec une prise en charge régulière, que ce soit avec le besoin de faire une prescription régulière de ces traitements, mais aussi va permettre une prise en charge au cours de sa grossesse. Tout arrêt brutal d'opiacés au cours de la grossesse peut être dramatique avec une mort fœtale in utero, un risque de fausse couche, d'accouchement prématuré, de retard de croissance intra-utérin. Donc, il est vraiment important d'anticiper une grossesse, de mettre une prescription de TSO. C'est des choses qui peuvent être aussi envisagées, notamment sur des femmes qui ont une dépendance aux opiacés d'ordre médicamenteuse, notamment sur des pathologies chroniques. On n'y pense pas suffisamment, mais il y a encore peu de temps, j'ai eu une patiente qui était sous opiacés suite à une maladie génétique qui occasionnait des algies conséquentes et se sentant enceinte, elle prenait, et puis certains jours, quand ça allait mieux, ne prenait pas ses opiacés. Et du coup, il a fallu envisager de la mettre sous traitement substitutif aux opiacés pour la stabiliser et limiter les risques pour son enfant. Quand il y a une utilisation de TSO, il est bien sûr important d'utiliser un antidote en cas de surdosage. Il faut savoir que ces femmes, quand elles rentrent en salle d'accouchement, ont besoin d'une péridurale précoce, que pour autant, il ne faut pas utiliser de nubin au cours du travail. Une équipe pluridisciplinaire est fondamentale et surtout la rencontre avec une équipe pédiatrique, puisqu'il faudra envisager un syndrome de sevrage du nourrisson qui n'est pas systématique et qui n'est pas dose dépendant, puisque un tiers simplement des enfants vont faire un syndrome de sevrage, mais ce risque étant important, cet enfant sera en néonate, et souvent c'est juste des soins de nursing, et s'il y a un vrai syndrome de sevrage complet, il faudra utiliser un sirop de morphine. On peut promouvoir l'allaitement chez une femme qui est sous TSO, et même on l'encourage, et bien sûr il va falloir faire attention après l'accouchement qu'il n'y ait pas une reprise de ces consommations qui pourrait compromettre sa capacité de s'occuper de son enfant et le lien avec son enfant. Et c'est pour ça qu'il faut que toute une équipe puisse accompagner en postpartum cette femme avec notamment la PMI. On va continuer. Alors, l'usage du protoxyde d'azote, j'ai voulu vous en parler parce que actuellement, les jeunes particulièrement ont un usage détourné du protoxyde d'azote. Donc, le protoxyde d'azote, c'est quelque chose qui est bien connu et qui est utilisé chez la femme enceinte sur des algies ponctuelles, hein, que ce soit pour des problèmes dentaires ou que ce soit voilà, des soucis assez conséquents qui nécessitent une intervention brève au cours de la grossesse. On s'en sert d'ailleurs en salle d'accouchement. Donc, on sait qu'il n'y a pas de risque de malformation ni toxicité fœtale. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a des consommations qui sont détournées du protoxyde d'azote. Il ne s'agit pas du tout d'usage médical, avec notamment des ballons de protoxyde d'azote, comme on peut utiliser dans les bonbonnes de Chantilly, avec notamment une étude de cas qui a été faite sur la maternité Pitié-la-Salpêtrière à Paris, où justement l'équipe obstétricale s'est trouvée démunie face à une femme qui était rentrée suite à une chute dans les escaliers et qui avait été hospitalisée en neuro enceinte et qui avait une problématique addictive au protoxyde d'azote, puisqu'elle consommait à peu près 60 à 100 ballons par soirée. Et elle s'est retrouvée du coup avec une radiculo, alors ça c'est un terme que j'utilise tous les jours, je vais être très claire, névralgie, polyradiculonévrite, pardon, voilà, qui a eu des conséquences assez importantes pour elle. Pour le coup, le bébé, il n'y a pas eu de souci. Néanmoins, ça a entraîné une hospitalisation au cours de la grossesse assez conséquente, une prise en charge pédiatrique. Et même si cet enfant était de petit poids d'âge gestationnel, en tous les cas, à la naissance, il n'y a pas eu de souci, mais cette femme était dans une telle problématique qu'elle n'a pas pu conserver ce bébé. Donc, on manque encore d'études, mais il faut savoir qu'il peut y avoir une atteinte cardiaque, thromboembolique, neurologique, assez conséquente d'un usage détourné du protoxyde d'azote. Alors, médicaments psychotropes et grossesse, pourquoi je vous ai laissé cette diapo-là? Parce qu'en fait, les psychotropes médicamenteux, c'est relativement vaste. Donc là, c'est pareil, hein, il ne faut pas hésiter lorsqu'il y a un projet de grossesse.
à envisager absolument tous les médicaments qu'elle peut être amenée à prendre et bien sûr, essayer d'envisager le bénéfice-risque que pourrait entraîner cette consommation au cours d'une grossesse. Donc le CRAC, les centres d'addictovigilance peuvent aider pour pouvoir utiliser un médicament psychotrope qui est nécessaire pour la patiente et qui soit compatible avec sa grossesse. Merci Michel, on va faire l'autre diapo. Donc planifier une grossesse, c'est fondamental. Faire une évaluation régulière au cours de la grossesse sur le bénéfice-risque de continuer la poursuite de ces traitements, c'est important. Il y a des situations où il est évident qu'on ne peut pas arrêter un traitement au cours de la grossesse avec des risques majeurs. On peut être amené, là encore une fois, à mettre en place une prise en charge multidisciplinaire avec un suivi au cours de la grossesse. On peut envisager un syndrome de sevrage aux benzodiazépines, notamment chez un nourrisson. C'est assez fréquent et connu, donc il faut que l'équipe de pédiatrie soit informée. Et il va falloir faire attention après l'accouchement, puisque on a un risque de dépression du postpartum chez ces patientes qui peut être plus conséquent, avec des tentatives de suicide qui peuvent être majeures. Et que du coup, il faudra accompagner psychologiquement ces patientes et pas hésiter aussi à interroger sur la place du père et s'assurer qu'il est présent et qu'il a toute sa place auprès du bébé. Extasie et grossesse avec les amphétamines, en fait, on a peu de données. A priori, il semblerait quand même qu'il y ait des cardiopathies qui soient associées à la prise. Il y a une étude de 2003-2008 qui démontre que les enfants auraient une moins bonne qualité motrice de 4 à 24 mois et l'ecstasy et les amphétamines sont contre-indiquées pendant l'allaitement. Sur les méthamphétamines, on a une étude qui est ancienne, hein, une étude IDIL de 1976 à 1977 qui avait démontré à l'époque un impact sur le cerveau cérébral avec des désordres psychiatriques majeurs et bien sûr une contre-indication à l'allaitement. Alors, que retenir de ce topo ce matin? C'est que l'idéal, c'est de pouvoir, je pense que vous l'avez bien compris, anticiper les grossesses. Donc, quand on a une femme en consultation gynécologique en âge de procréer, je pense qu'il faut vraiment, encore une fois, interroger ses consommations et anticiper un projet de grossesse pour l'accompagner dans l'arrêt des consommations. Mais il faut aussi interroger sur les consommations de son compagnon. Si on n'est pas très à l'aise avec ce type de problématique, il existe des questionnaires qui peuvent être intéressants, et notamment des questionnaires qu'on utilise au cours de la grossesse, comme des questionnaires GEGA. Je vous les laisserai en annexe à la fin de mon diapo, on pourra en parler si vous voulez. Donner une information éclairée semble importante, cohérente, c'est fondamental parce que si la patiente se retrouve avec plusieurs discours, en fait, et bien, au bout d'un moment, elle est complètement perdue et malheureusement, c'est souvent contre-productif. Et donc, ça nécessite quand même la formation des professionnels de santé. C'est-à-dire que pour qu'ils puissent oser poser les questions, il faut qu'ils puissent savoir ce qu'ils vont faire des réponses et comment ils vont pouvoir orienter leurs patientes. C'est aussi pour ça que je vous ai laissé un petit complément en annexe avec tous les produits, tout ce que ça peut sous-entendre et les conduites à tenir. Et donc, ça peut être intéressant. Donc, vous avez observé qu'au cours de la grossesse, on préconisera l'arrêt des consommations, bien sûr, sauf dans le cadre de certains médicaments psychotropes ou d'une prise d'opiacés. Avoir recours à une équipe d'addictologie, que ce soit en ELSA ou en XAPA, sont fondamentales quand on a la moindre préoccupation sur une consommation. Et puis se faire entourer aussi, bien sûr, de l'équipe obstétricale de la maternité avec toute l'équipe de gynéco-obstétriciens, sages-femmes, néonatologues, pédiatres, médecins traitants qu'il faut absolument mettre dans la boucle parce que c'est lui qui va revoir la femme souvent après l'accouchement et prendre en charge l'enfant et bien sûr la PMI. Faire du repérage à chaque consultation obstétricale, donc ne pas se cantonner à juste poser une question en début de grossesse, mais encore une fois, peut-être aborder cette problématique des consommations à chaque consultation, de la même manière qu'on prendrait le poids, la tension. Pourquoi ne pas interroger les patientes sur leur consommation, surtout s'il y a eu des événements dont on a connaissance qui auraient pu être difficiles à vivre pour elles. Faire de la réduction des risques, c'est-à-dire que toutes les patientes ne pourront pas arrêter leur consommation au cours de la grossesse. Et donc, il faut les accompagner pour limiter les risques pour elles, pour l'enfant et le devenir de cet enfant. Créer une alliance thérapeutique semble vraiment fondamental si on veut accompagner ces patientes et qu'elles puissent aborder leurs problématiques. Si
on est dans des questions fermées ou qu'elles sentent du jugement de notre part, elles n'oseront pas aborder toutes ces problématiques et on ne pourra pas les accompagner correctement. Si une patiente poursuit sa consommation au cours de la grossesse, il ne faut pas hésiter à se questionner sur des psychotraumas, hein. Une patiente qui n'arrive pas à arrêter ses consommations, souvent, en amont, il y a eu des polytraumatismes dans l'enfance et qui font que sa consommation, même si elle sait qu'elle est problématique dans le cadre de sa grossesse, elle ne peut pas l'arrêter puisque, en fait, c'est sa manière juste de tenir debout. Donc, il faut toujours avoir ça à l'esprit quand on reçoit ces patientes. Et du coup, ça permet de ne pas être dans le jugement et de comprendre que ces femmes-là doivent être encore plus accompagnées et un suivi psychologique semble vraiment très important. Risque de rechute en postpartum, il faut vraiment surveiller et particulièrement en fin d'allaitement. Donc l'objectif, c'est de s'occuper, bien sûr de l'enfant, mais avant de s'occuper de l'enfant, il faut prendre conscience que prendre soin de la mère et du coparent, c'est déjà aider l'enfant. Et du coup, on peut aussi par la suite, bien sûr, avoir recours à des CMP, des PMI, mais malheureusement, dans certaines situations, on peut être aussi amené à faire des informations préoccupantes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je suis désolée si j'ai un petit peu débordé sur le temps. Et voilà, par la suite, on peut faire défiler, mais sans pour autant que je Alors, commente ce que j'ai mis en annexe. voilà, si je pense que c'est intéressant. Alors, tu n'as pas absolument pas dépassé sur le temps, c'est formidable. Il y a quelques petites questions qu'on va voir. Il y a quand même donc dans le tableau, dans le diaporama qu'on va vous envoyer, il y a un certain nombre d'annexes. Alors, j'espère que ça avance tout seul, mais qui sont assez intéressantes. Vous recevrez aussi une bibliographie qu'a préparée Laetitia, notre documentaliste d'ARCA, qui Que je remercie. permettra, que nous remercions tous, qui permettra de voir un petit peu tout. Donc là, ça défile tout seul, je ne sais pas pourquoi, mais enfin bref, vous avez un certain nombre de documents qui vont vous permettre de voir tout ça. Bon, ça se coupe complètement. C'est pas grave. Donc vous recevrez le diaporama, vous recevrez le, comment dire, Les le annexes. papier des annexes et le papier de Laetitia. Donc, des réactions qui ont eu lieu pendant ton topo, où fonctionne cette équipe pluridisciplinaire idéale? Alors, l'équipe pluridisciplinaire, c'est une très bonne question. Heu, Moi, ce qui me semble important, c'est que si on parle d'Avignon, par exemple, qui est quand même l'endroit où j'exerce actuellement, heu, on a quand même la chance d'avoir Arca Sud déjà, pour tous les professionnels. Donc, toute problématique avec laquelle un professionnel pourrait être en difficulté, il s'agit de décrocher le téléphone ou d'envoyer un mail pour déjà avoir une information sur l'orientation qu'on pourrait donner à cette patiente. Après, il y a l'équipe d'ELSA à l'hôpital d'Avignon. Et l'équipe d'ELSA à l'hôpital d'Avignon, c'est quand même des médecins addictologues, infirmières addictologues qui sont là pour prendre le relais et recevoir ces patientes pour les accompagner. Et puis, il y a aussi des XAPA, notamment il y en a 2 sur Avignon, qui peuvent aussi accompagner ces patientes dans leurs problématiques d'addiction. Et dans les XAPA, on va avoir en plus des infirmières, des assistantes sociales, des psychologues, des éducateurs. Moi-même, je travaille, je fais des consultations gynéco à Cap 14 et du coup, je peux être amenée voilà, à recevoir des patientes déjà en consultation gynéco qui ont des projets de grossesse. Donc, c'est l'occasion d'aborder déjà toutes les problématiques que pourrait entraîner une grossesse et leur consommation. Donc, de faire ce que j'ai envisagé tout à l'heure, hein, de la prévention et de faire le point sur leur projet de grossesse, si elles en ont, et de faire du coup la réduction des risques pour que cet enfant en devenir voilà, soit le moins ennuyé au niveau de sa santé. Voilà, donc je pense qu'entre Arca Sud, les équipes d'ELSA et l'EXAPA, il y a déjà
du personnel qui va pouvoir accompagner en addictologie. Après, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec le gynécologue obstétricien responsable des grossesses pathologiques, notamment de l'hôpital d'Avignon, puisque c'est quand même là-bas qu'il y aura une équipe de néonates avec des pédiatres sur place et qu'on pourra être amené à pratiquer des échographies régulières, précoces, pour s'assurer du bon développement de l'enfant. Donc moi, ça me semble important de jouer sur cet axe-là, l'axe complètement addicto, et l'axe gynéco-obstétricien, avec bien sûr des fois la nécessité de contacter la PMI, qui elle-même va pouvoir jouer en amont, puisque les sages-femmes peuvent se rendre au domicile de la patiente et rencontrer la patiente, et puis la voir aussi avec l'équipe de pédiatrie en postpartum. Je rajouterais qu'il y a aussi, dans le Vaucluse, on a la chance d'avoir l'UPB aussi qui peut Ah, continuer le suivi et l'accompagnement, qui est quand même quelque chose de très, très intéressant. ouais, avec des équipes sages-femmes mobiles maintenant, et qui peuvent se rendre du coup aussi au domicile de la patiente et qui peuvent tout à fait compléter le travail aussi qui pourrait être fait avec la PMI. Tout à fait. Moi, ce que je retiens un petit peu de ce que tu as dit, enfin, c'est ce que je pense depuis un certain temps, mais c'est que je pense qu'il est très important que tous les professionnels de premier recours, que ce soit des professionnels de santé ou du milieu social ou éducatif, soient certains qu'il y a des choses à faire quand les femmes enceintes ont un usage de produits. Et le pire, c'est de se dire qu'il n'y a rien à faire et du coup de ne pas poser la question, parce que si on ne pose pas la question, les femmes se savent en train de consommer quelque chose qu'elle savent être nocif potentiellement pour elle et pour le bébé, et du coup qui ne parle pas et qui n'ouvre pas la bouche quand on leur parle de ça à bas mots, parce que si on leur parle de ça en se disant que de toute façon on n'a rien à proposer derrière, effectivement on leur ouvre pas la porte. Alors que effectivement on n'a pas de choses miracles, hein, l'équipe géniale n'existe pas, mais on a plein de choses à apporter et au fur et à mesure à accompagner ces femmes. Le plus important, à mon avis, c'est vraiment qu'elles puissent parler de leur consommation et qu'elles puissent dire là où elles en sont. Et effectivement, là, on met en place des sevrages si besoin, des mises en place de traitements de substitution, parce que je pense que un des trucs, c'est quand même que des femmes qui sont dépendantes aux opiacés soient mises sous traitement de substitution le jour même où, où elles voient un médecin, et pas d'attendre que n'importe quel médecin spécialisé puisse le faire. C'est vraiment un acte nécessaire en urgence. Et voilà, enfin, il y a plein de choses qui sont nécessaires. Autre chose qu'il y avait sur le chat, c'est que Catherine Metelski nous donnait un lien vers une étude sur l'impact des consommations d'alcool paternel et anténatal. Donc c'est quelque chose qui est relativement récent, mais qui montre bien quand même qu'il peut y avoir des effets sur les bébés à naître. Alors, il y a une main qui s'est levée. Je ne sais pas qui c'est, mais elle peut parler, la main. Et bonjour, je m'appelle Émilie. Déjà, merci beaucoup pour cette intervention très éclairante. Moi, j'avais une question sur, parce que je vois bien qu'il y a cette importance du repérage avant la grossesse, mais je sais pas, de par mon expérience, moi, je suis sur un parcours de père aidance en addictologie. Et c'est vrai que de mon vécu expérientiel, en fait, on tombe enceinte et puis c'est un petit peu après qu'on se pose ce genre de questions. Déjà. Et je dirais que par rapport au corps médical, évidemment qu'il y a la conscience et la culpabilité de savoir qu'on est dans une consommation qui n'est pas raccord avec le projet de faire un enfant et de le porter. Et pour avoir, moi, été encadrée, que ce soit par rapport à des drogues légales comme le tabac et l'alcool, j'ai trouvé que, en fait, quand on s'adresse dans le corps au corps médical, c'est hyper culpabilisant, en fait. On est déjà beaucoup suivi dans la grossesse pour peu qu'en plus on fasse des analyses mensuelles pour d'autres problématiques, plus les échos, plus donc du coup ça multiplie les interlocuteurs. Donc on parle d'équipe pluridisciplinaire, malheureusement il n'y a pas forcément, c'est aussi beaucoup d'attentes, il y a une forme d'errance et en plus ça, je trouve que ça anxiolise encore plus en fait, et du coup moi je sais que ça a renforcé mes modes de consommation au contraire, et le fait de me cacher.
Et je me demandais quelle est la place des groupes de père aidance, des groupes de parole dans les préconisations médicales aujourd'hui, parce que on se sent beaucoup plus compris quand on est face à une femme enceinte, enfin une femme qui a eu des enfants et qui a consommé pendant sa grossesse, que face à quelqu'un qui va nous expliquer que scientifiquement c'est pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le savoir, mais après il y a le vécu. Alors, le problème, en fait, c'est que quand, par exemple, on est à Montpellier, au CHU, il y a toute une équipe d'addictos avec la possibilité, en effet, de faire de rencontres comme ça entre plusieurs personnes pour aborder toutes ces problématiques avec cette notion de père aidant, ça existe. Mais malheureusement, c'est en effet des choses qu'on va retrouver dans des grosses structures. Voilà, malheureusement, sur des maternités telles qu'on peut l'avoir dans les environs, on n'a pas ce fonctionnement-là de père aidant, c'est clair. Okay. Mais à titre, est-ce que comme on disait là, les professionnels de santé, quels qu'ils soient, à tous les niveaux, scientifiquement, on leur dit que la père aidance, c'est aussi une voie au même titre, je dirais, que par exemple un substitut nicotinique, quoi. Qu'un groupe de parole, et je pense encore plus à l'alcool, parce que c'est vrai que le tabac, c'est légal, mais l'alcool aussi. Mais les ravages sont quand même très différents. Et c'est vraiment encore plus honteux, mais c'est surtout beaucoup plus… On est complètement envahi. Et du coup, je pense à ça parce qu'on parle aussi après d'une possibilité de rechute après, enfin, avec le postpartum et après l'allaitement et tout ça. Mais enfin, moi, ça a été la maternité en elle-même a déclenché un embrasement de ma maladie alcoolique, quoi. Parce qu'il y a les responsabilités aussi qui arrivent. Il y a tout l'aspect social de ça, pas que l'aspect corporel, en fait. Et moi, j'ai accouché à Montpellier. J'ai jamais entendu parler de père aidance. Bon, après, évidemment, j'étais pas là où j'en suis actuellement. Mais bon, c'est pour montrer aussi que voilà, je découvre aujourd'hui qu'il y a ça dans le discours. Alors, le problème, je pense que la prise en charge au niveau addicto, finalement, notamment dans le cas des maternités, si on y réfléchit bien, elle est assez récente. Et elle est complètement évolutive. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous imaginez, mais moi, je suis sage-femme, j'interviens aujourd'hui dans un XAPA. C'est quelque chose qui est complètement récent en tant que sage-femme, d'intégrer des centres d'addictologie. C'est-à-dire que j'ai fait justement voilà, mon mémoire autour de mon expérimentation et ça sert à la promotion du fait d'avoir besoin d'avoir recours à des sages-femmes ou des médecins généralistes qui sont investis, mais dans la gynécologie, dans les XAPA. C'est-à-dire qu'en fait, on sent bien qu'il y a une évolution de la prise en charge en fait, des professionnels de santé autour de la problématique addictive et particulièrement avec une spécificité femme. Pour être très claire et très honnête, on sent que c'est en évolution. J'ai la chance de finir ma formation. On était très nombreuses, on a fait péter le quota. Ils ne s'attendaient pas à autant d'inscriptions. L'année prochaine, c'est complet. C'est-à-dire qu'on a quand même de plus en plus de professionnels qui s'investissent dans cette dynamique-là, d'accompagner les femmes, particulièrement pendant la grossesse et l'après, autour de leurs problématiques addictives. Mais c'est en pleine évolution. Moi, j'étais ravie, j'ai assisté à la présentation de plein de mémoires qui ont été faites. Là, j'en sortais la semaine dernière, avec des médecins généralistes, des gynécos, des médecins addictologues qui sont en train de réfléchir justement et de mettre en place des prises en charge des femmes pour un meilleur accompagnement au cours de la grossesse et de l'après. Et qui ont vraiment l'envie de former les autres professionnels à ne pas être dans le jugement, à interroger les patientes, mais en étant très ouverts et en pouvant accueillir ce qui va venir sans la crainte de ce qu'elles vont donner comme réponse et avec beaucoup de bienveillance sur lequel on travaille. Donc, on sent que c'est en évolution, ça bouge. Alors, certainement pas assez vite, hein, certainement, mais il y a vraiment une dynamique qui est d'aller vers la patiente. Voilà. Et de ne pas être dans le jugement et l'accompagnement. Bon, il y a pas d'organisation universelle, hein, mais je pense qu'effectivement, si on peut mettre en place partout des choses
chacun à notre niveau, et notamment les pères aidants sont bien évidemment quelque chose qui sont préconisés de plus en plus, hein. Ça peut être tout à fait performant. Il y a Caroline qui voulait poser une question. Il faut remettre le micro. Bonjour tout le monde et merci pour cette intervention. Donc moi, je suis Caroline, je travaille pour l'association Addiction France. Je suis basée en Bretagne et en fait, j'ai été aussi on a débloqué un ETP pour le mois sans tabac, donc je suis aussi sur ce dispositif-là. Et donc, je suis un peu en charge de tout ce qui concerne le réseau périnat, grossesse et cetera, parentalité et en fait, nous, le constat qu'on a, c'est que, on essaye vraiment de contacter les sages-femmes, d'essayer de contacter justement toute cette équipe, pluridisciplinaire qui est autour des femmes enceintes et en fait, l'échange est bloqué. Enfin, on se rend compte que je pense que enfin beaucoup de soignants en fait sont peut-être, sursollicités aussi de par leur métier et on a beaucoup de mal en fait à rallier des sages-femmes, à rallier, du personnel médical en fait, à cette cause-là et au fait d'accompagner en fait, au mieux les femmes enceintes en situation de consommation, compliquée, voire addictive, quoi. Et donc moi, ma question, c'est un peu comment faire pour essayer de motiver justement le personnel médical, notamment les sages-femmes, à s'impliquer en fait comment dire? Dans ce diagnostic en fait, avant grossesse, quoi. Je pense qu'en fait, encore une fois, c'est dans l'information de l'intérêt de dépister en amont. Et donc, si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est je pense qu'il ne faut pas hésiter à organiser sur une fin de journée, par exemple, des petites conférences, faites venir quelqu'un, si possible un professionnel qui soit leur équivalent, pour parler de cette problématique-là. Si vous avez un petit peu de finances, prévoyez un petit budget où elles peuvent manger un petit truc, voilà. En fait, je pense qu'il faut que ce soit quelque chose de dynamique. Pourquoi pas, vous pouvez envoyer, si on parle sage-femme, au conseil de l'ordre, votre information et votre souhait. Mais si vous voulez rencontrer les sages-femmes, c'est vrai qu'elles sont très sollicitées, hem et je pense que ce qui peut être bien, c'est ça, c'est d'organiser en fin de journée, voilà, une conférence, où vous faites venir quelqu'un qui va pouvoir aborder cette problématique-là et surtout de leur donner des outils très, très pratico-pratiques, hein. Un questionnaire, qu'elles pourraient remettre à leurs patientes si elles ne sont pas, à l'aise avec ce questionnement. Heu des informations sur la cigarette électronique, voilà. Je pense que c'est des choses très pratico-pratiques dont elles ont besoin. Parce qu'en fait, quand même, toutes les études démontrent, hein, et mes collègues l'ont trouvé, c'est que quand même les professionnels se disent toujours ne pas avoir, suffisamment d'informations. Et donc c'est difficile d'aborder avec une patiente, une problématique quand on ne maîtrise pas trop son sujet. Voilà. Donc moi, c'est ce que j'aurais envie de vous conseiller. Je ne sais pas si ça vous sera utile, mais c'est l'idée que j'aurais pour vous. Oui, merci beaucoup. C'est gentil. C'est le principe de ce qu'on appelle la consultation préconceptionnelle, qui est quelque chose qui est préconisé en médecine générale, mais qui peut être diffusé à beaucoup de professions, hein. C'est-à-dire que voilà, on sait qu'il y a une femme qui est en âge de procréer, qui a un problème, et ben c'est important de lui poser la question et de voir comment est-ce que ça peut être envisagé et comment est-ce que ça peut être travaillé en amont. Donc, sur le chat, quelques petites remarques. Jennifer qui remercie Karine d'avoir parlé de la vape comme ça, parce que la vape est effectivement souvent interdite par les gynécologues et les médecins à cause effectivement de plein de recommandations qui sont effectivement quelque chose de pas logique dans la pratique. Ensuite, il y a Contact Addiction Villa Floréal. Il y a des adresses sur Pertuis notamment où il y a des prises en charge possibles. Et il y a Dominique qui propose d'envoyer le programme STAR qui est utilisé pour le repérage addiction en oncologie. Voilà. Alors, dernière question. Est-il possible de savoir quelle formation vous avez effectuée pour vous former en addictologie? Ce veut peu. Alors, ma formation, elle est longue. Non, en fait, j'ai fait une formation en notions, en addictologie il y a une vingtaine d'années, avec, Resad 84 à l'époque, donc ça a été mon premier parcours. Après, j'ai été, phagocytée, dans l'équipe, de commission scientifique, de Resad, qui est devenue maintenant Arca Sud. Et puis, du coup, dans ce comité scientifique, en fait, j'ai été formée, j'ai eu la chance d'être avec des médecins addictologues qui m'ont, accompagnée et formée, sur l'accompagnement en addictologie, des femmes enceintes et des femmes allaitantes. Et j'ai pu faire du coup des co-formations
Et puis, prenant un petit peu d'âge, il m'a semblé quand même important de légitimer ce que je faisais. Et donc, du coup, j'ai souhaité faire un DU en addictologie et périnatalité. Donc, c'est un DU que j'ai fait, et c'est 3 facs qui sont concernés, donc Montpellier, Paris-Saclay et Nantes. Donc, ce DU en addicto, je peux que le promouvoir, hein, parce que j'ai eu la chance d'avoir des intervenants de qualité, qui connaissaient vraiment bien leur domaine, où j'ai appris plein de choses, où j'ai rencontré d'autres professionnels aussi motivés que moi. Et ça m'a fait énormément plaisir. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc c'est un DU qui est ouvert aux professionnels de santé. Donc là, nous avions des médecins généralistes, des médecins addictologues, des sages-femmes, des pédiatres, des neuropédiatres, des gynéco-obstétriciens, des infirmières d'équipe d'addictologie et psychomotriciennes aussi, voilà, qui travaillaient en centre d'addictologie. Super, eh ben merci bien. Donc, on va remercier Karine de nous avoir fait passer toutes ces belles notions. Merci à vous Ah bah, oui. de m'avoir écouté. Au revoir et merci. Merci. Merci.